Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce soir. Mon objectif, c'est de vous raconter le plus précisément possible ce qu'on fait avec l'IA chez IKEA. Et avant de parler de l'IA générative, juste deux mots sur l'IA traditionnelle pour vous dire que ça fait à peu près 8 ans chez IKEA qu'on utilise l'IA traditionnelle. On l'a implémenté un petit peu partout, par exemple sur notre site e-commerce. Les recommandations que l'on peut voir sont calculées par des algorithmes d'IA traditionnels, donc cette IA qui est développée pour un objectif très spécifique. Je peux parler des forecasts financiers pour améliorer la précision, les forecasts commerciaux également. Un point qui est très important aussi, c'est l'emplacement où l'on va stocker les produits dans les entrepôts pour qu'ils soient le plus proche possible de la demande, pour deux raisons. La première, c'est qu'on va optimiser la vitesse de livraison, ce qui est quand même un élément important pour le taux de conversion. Et puis, on va également minimiser le coût de la logistique. Et quand on regarde sur les 8 années écoulées, en fait, on a, dans notre système d'information, injecté de l'IA par petits modules un petit peu partout. Et au fil du temps, on voit que nos applications du système d'information, quel que soit le niveau d'utilisation dans la chaîne de valeur, sont boostées par un petit peu d'IA traditionnelle. Maintenant, il y a 2 ans et demi, avec le boom de OpenAI, on s'est dit qu'il se passe quelque chose avec l'arrivée de l'IA générative. Et quand on a vu cette arrivée, on a tout de suite positionné cette technologie comme étant un game changer. Donc d'un point de vue stratégique, on l'a positionné comme étant un game changer. Et il y a deux raisons qui font qu'on l'a positionné en tant que game changer. La première raison, et je ne vais pas parler de techno, je vais parler vraiment plus fonctionnel et organisation. La première, c'est qu'une IA générative, elle a des capacités sémantiques incroyables. À travers ces LLM, donc les fameux modèles, elle comprend l'énoncé d'un problème, quelle qu'en soit la complexité, quelle qu'en soit la longueur. Ce qui n'est pas le cas du cerveau humain. Le cerveau humain, au bout d'un certain niveau de complexité, va oublier des hypothèses. L'IA générative, avec ces modèles, elle a une compréhension précise de l'énoncé du problème. Ça, c'est la première raison. Et il y a une deuxième raison, parce que comprendre un problème, c'est bien, mais pouvoir le résoudre, c'est mieux. Et donc la deuxième raison, c'est que l'IA générative, à travers un objet technique qu'on appelle les RAG, les Retrieval Augmented Generation, on peut rendre une IA générative sachante. Donc on peut lui donner du savoir. On peut lui donner, dans sa base de connaissances, par exemple, l'historique de 10 années de vente, par code postal, par canal. On peut également lui donner 10 ans d'historique de verbatim client. Les enquêtes de satisfaction, après un achat, après une interaction avec un vendeur, donc on collecte des feedbacks de nos clients. Et donc on peut faire digérer cette information à la base de données de l'IA générative. On peut le faire également avec les PNL des magasins, le PNL pays. Donc en fait, on peut faire digérer de l'information à une IA générative. Et donc si on combine les deux, la capacité à comprendre l'énoncé d'un problème et la capacité à devenir sachante, eh bien on a créé une technologie, enfin en tout cas on a à disposition une technologie qui va pouvoir résoudre des problèmes sur tout type de problématiques, tout type de domaine. Maintenant, on s'est dit, nous, chez IKEA, on a 12 000 collaborateurs en France. 12 000 collaborateurs qui travaillent sur toute la chaîne de valeur, depuis la logistique jusqu'à la vente, en passant par la finance, les ressources humaines, la communication. Et quand on regarde ce que font nos collaborateurs, et je pense que c'est un peu pareil partout, ils passent 30 à 50% de leur temps à résoudre des problèmes. Alors des problèmes d'une complexité variable, des problèmes sur des domaines très variés, mais ils résolvent des problèmes. Ça peut être des problématiques de conversion. Pourquoi est-ce que les accessoires sur le rayon de la literie convertissent moins au mois de juillet? Ça peut être des problèmes de pourquoi ma campagne marketing a moins bien fonctionné que la précédente alors que j'ai utilisé le même système de segmentation. Donc on résout des problèmes en permanence. Et donc si on regarde, on a une technologie qui résout des problèmes mieux que l'être humain. Et donc de là vient une vision. Si on passe beaucoup de temps à résoudre des problèmes, eh bien, il faut que chaque collaborateur soit équipé d'un assistant virtuel qui sera une IA générative, experte dans son domaine d'expertise, et qui va l'assister dans ses tâches au quotidien.
Donc ça, c'est la vision qu'on a posée. Si on arrive à assister nos collaborateurs, ils vont devenir plus experts, plus efficaces, et ils pourront libérer du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Mais donc cette IA générative qui résout les problèmes mieux que l'être humain, ça apporte maintenant un changement de paradigme, un shift qu'on n'a pas forcément vu venir. C'est que dans ce contexte, il est plus important de formuler un problème que de le résoudre. Et là, quand on s'est dit ça, il est plus important de formuler un problème, de bien le formuler que de le résoudre, on s'est dit, ouf, là on a un problème. Pourquoi est-ce qu'on a un problème? Parce que, premièrement, l'école ne nous a pas formatés à autre chose que résoudre des problèmes de maths, des problèmes de physique, des problèmes géopolitiques. On est formaté à résoudre des problèmes. Au travail, notre boss nous donne des problèmes et on va chercher à trouver une solution au problème. On ne va pas forcément aller challenger le problème. Mais avec des assistants qui résolvent les problèmes mieux que les collaborateurs, il faut maintenant qu'on change de paradigme. Il faut ancrer ce shift. Première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est que l'IA générative, c'est super, mais ça arrive avec beaucoup de challenges. Une IA peut avoir des hallucinations. Elle peut avoir des biais en fonction des données qu'on lui aura données à ingérer. Viennent ensuite des problématiques de compliance. Le RGPD, le respect des données personnelles. Attention à ce que l'on fait avec les données qu'on donne à digérer à une IA générative. L'usage éthique, l'usage responsable. On a énormément de choses à considérer. Et donc là, on s'est dit, on n'est pas prêt du tout à équiper 12 000 collaborateurs d'assistants virtuels. Et donc, il y a 1 an et demi, on a démarré une grande campagne de awareness, formation, on peut l'appeler de différentes manières, à travers des webinars pour nos 12 000 collaborateurs IKEA France. Premièrement, pour leur expliquer qu'est-ce que l'IA générative, qu'est-ce que ça fait, mais qu'est-ce que ça ne fait pas. Quels sont les problèmes que ça peut résoudre, mais les problèmes que ça ne peut pas résoudre. Quelles sont les opportunités, quels sont les risques, les points de vigilance. Et puis également, il a fallu créer de la réassurance, parce que si on devient finalement collaborateur d'une IA qui fait mieux les choses que soi-même, on est des êtres humains, donc la première question qui va se poser, c'est « et moi dans tout ça ?» Et s'il n'y a pas d'adoption de la technologie, on n'aura pas la valeur qu'on veut en attendre. Et donc il faut travailler sur la réassurance, pour dire qu'on n'est pas là pour se faire piquer son job par une IA, on est là pour faire mieux son job grâce à une IA. Donc pendant 1 an et demi, on a fait la tournée de toutes les villes de France, on a fait des webinars, on a essayé d'expliquer tout ça, tout en ayant en parallèle démarré la construction de cette vision. Donc la construction de cette vision, c'est créer des assistants personnels, experts dans le domaine d'expertise du collaborateur, quel que soit leur domaine sur la chaîne de valeur. Et donc là, on s'est dit, comment est-ce qu'on va construire tous ces assistants? Il y avait 2 options possibles. Soit l'option hyper centralisée, donc nous, le digital ou l'IT, on va recevoir des cahiers des charges et puis on va déployer des agents que les équipes fonctionnelles vont utiliser. L'approche centralisée, c'est super, on maîtrise l'output. Par contre, c'est un effet bottleneck, il y a un effet entonnoir, il y a plus de demandes que de capacité à les produire, il faut prioriser, mais la priorisation sur un backlog trop long, c'est de la frustration plus que de la création de valeur. Donc on s'est dit, ok, on va aller dans la décentralisation. Après, quand on décentralise tout, ça va plus vite, donc ça c'est super. Par contre, on a un peu tendance à réinventer la roue un peu partout. Et puis parfois, on la réinvente pas aussi bien ronde qu'on aurait voulu. Ça coûte cher à l'entreprise, c'est pas non plus générateur de valeur. Donc on a coupé la poire en 2. On s'est dit, nous, côté digital, on va poser les règles, donc en lien avec les formations qu'on a faites sur l'année précédente, donc une sorte de framework. Et puis on va permettre à des experts fonctionnels, en dehors du digital, de créer leurs propres assistants, en masquant la complexité technique. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? 2 ingrédients. Le premier, on a contractualisé avec une plateforme qui permet de créer des assistants virtuels sans être technique. On choisit le LLM, créatif ou déterministe. On a un repository où on peut envoyer de la donnée. Et puis, on décrit le comportement que l'on attend de cet agent en langage naturel. Donc, une IA qui crée des IA. Donc, on sait d'une IA pour créer des IA. Voilà. Et donc là, on a la capacité de donner à des profils fonctionnels l'outil de création d'assistants. Et on a créé une communauté
Donc notre approche est une approche de communauté avec un community manager qui lui a compris effectivement les pièges de l'IA et donne en fait, après des formations, le permis de créer des assistants à des personnes que l'on recrute dans les fonctions, à la logistique, à la finance, aux ressources humaines, à la vente, dans toutes les fonctions. Et donc ces personnes passent par un cycle de formation renforcé et en les prenant dans la fonction elle-même, en fait, elles savent les problèmes que les collaborateurs ont à résoudre. Donc elles vont créer des assistants pertinents qui vont être leviers de création de valeur. Et donc là, je vais vous donner deux exemples d'assistants que l'on a pu créer grâce à ça. Le premier, il s'appelle Beat the Bench Advisor. Beat the Bench, c'est un process que l'on a chez Ikea pour nos magasins qui consiste à se dire, si chaque magasin performe autant que le meilleur magasin de France sur un domaine particulier, par exemple la vente d'accessoires sur le rayon literie, ça devient un levier de création de valeur considérable. Et donc pour faire cette performance, les magasins ont un rituel. Chaque mois, ils vont regarder quel est le magasin le plus performant, domaine par domaine, et voir quels sont les ingrédients de merchandising, de communication, d'affichage des prix qui font la performance. Ce process est en place depuis très longtemps. Eh bien, on a transféré le savoir de ce process à un assistant, qui aujourd'hui est un contrôleur de gestion totalement virtuel. Il a digéré un PDF de 160 pages sur le métier du contrôle de gestion, et il a tous les PNL de Ikea France dans sa base de données. Il est devenu, sans manquer de respect à mes collaborateurs, le contrôleur de gestion le plus sachant de France. Le résultat de ça, c'est que on transforme 3 jours d'analyse en 3 minutes et on a multiplié par 2 la création de valeur sur les savings, donc les économies, la marge et les ventes additionnelles. Donc voilà un exemple concret qui est aujourd'hui en production, dont on est très content, mais qu'on ne fait que continuer d'améliorer, parce qu'encore une fois, la qualité du résultat vient, on parlait des workflows tout à l'heure, il faut que ce soit intégré dans le workflow, donc dans le workflow Beat the Bench, et il faut qu'il ait les données pertinentes pour que ça marche. On a un deuxième exemple qu'on a fait avec l'équipe communication. Notre équipe communication donne beaucoup de conseils à nos collaborateurs en France, c'est une petite équipe. Des conseils lorsqu'ils ont par exemple besoin de faire une présentation interne ou externe dans les médias pour parler de développement durable. Les mêmes questions reviennent. Quel template utiliser? Quels sont les chiffres que je peux communiquer ou ne pas communiquer en interne ou en externe? Tout ce savoir de conseil, on l'a fait digérer pareil à un assistant. Et donc cet assistant aujourd'hui permet à l'équipe communication de libérer du temps, ce temps de support qui était donné, qui partait tout le temps de la même base d'information, est maintenant donné, alors pas encore à l'échelle de 12 000 collaborateurs, on est à 500 collaborateurs, on va continuer de le scale-up, mais on a aujourd'hui vu un gain réel d'efficacité et une capacité à réorienter le temps sur les tâches à forte valeur ajoutée. J'arrive à la conclusion pour dire que là, on pourrait s'inquiéter de se dire, mais attention là, est-ce qu'on n'est pas en train de dire que la machine remplace l'être humain? Et donc pas du tout. On est vraiment à l'opposé de ça. On ne cherche pas à faire la même chose pour moins cher, on veut faire mieux pour pas plus cher. Et c'est la philosophie qu'on a adoptée, c'est la philosophie dans laquelle on croit, donner de l'empowerment à nos collaborateurs grâce à l'IA générative. Et sur les quelques secondes qui me restent, je vais faire un petit clin d'œil à l'IA de Microsoft, Copilot. Moi, j'adore ce nom, Copilot, parce qu'avec une IA générative qui s'appelle Copilot, ça veut dire que le pilote reste l'humain. Le pilote reste le collaborateur. Et on sait qu'il n'y a pas de copilote sans pilote. Et donc c'est vraiment la philosophie qu'on a décidé de suivre chez Ikea. Je vous remercie pour votre attention.